scénarisation pédagogique est une activité essentielle du travail de l'enseignant et de tout formateur concepteur de cours. La scénarisation permet aux concepteurs de cours de planifier en amont les activités d'apprentissage de ses apprenants, de formaliser ses objectifs d'apprentissage, de créer les conditions pour que ces apprenants soient autonomes et acteurs de leur apprentissage. L'enseignement en ligne se trouve désormais à l'ère du numérique au cœur des apprentissages d'aujourd'hui. Et les enseignants éprouvent souvent des difficultés pour concevoir un scénario adapté pour mettre en ligne leurs cours. Vous aurez l'occasion de connaître les principaux éléments qui entrent dans un scénario pédagogique, les principales étapes de la scénarisation pédagogique dans le contexte d'une formation en ligne. Vous serez capable d'adapter votre cours en présentiel pour sa diffusion en mode hybride ou totalement en ligne. Vous pourrez identifier différents types d'approches pédagogiques, de ressources et d'activités d'apprentissage utilisables en ligne pour les intégrer dans votre scénario. Vous serez capable d'utiliser un outil numérique d'aide à la scénarisation de cours. Les étapes de la scénarisation pédagogique. Alors, on peut distinguer 5 étapes principales dans la scénarisation pédagogique de cours. La première, c'est l'étape de conception du scénario global, le séquençage, la phase donc de développement, la phase d'implémentation et la phase d'évaluation. Alors, une fois définis les objectifs généraux du cours, les différentes thématiques qui seront abordées et identifier les publics cibles et les prérequis, ainsi que les modalités d'apprentissage et d'évaluation, la première étape consiste donc à concevoir le scénario global du cours. Alors, cette étape consiste donc à préciser les sous-objectifs ou objectifs spécifiques du cours, et c'est sur cette base de dégager les différents modules du cours. Alors, dans cette étape aussi, il s'agit de déterminer la durée de chaque module, c'est-à-dire le temps que l'apprenant va investir durant son apprentissage et envisager le déroulement dans le temps. Les modules peuvent être désignés soit par le titre du thème principal auquel ils se rapportent ou par rapport à l'objectif spécifique ou la compétence visée. Les différents modules ainsi définis constituent l'architecture générale du cours ou le plan de cours. Alors, la deuxième phase, la deuxième étape, ou la phase de séquençage, c'est-à-dire de la conception du scénario des modules, permet de structurer pédagogiquement le cours. Alors, chaque grain pédagogique correspond à un objectif d'apprentissage et l'ensemble concourt à l'atteinte de l'objectif pédagogique de la séquence. Pour effectuer le travail de granularisation, comme nous l'avons vu dans le module 2, on décompose chaque module en unités d'apprentissage correspondant à un objectif. On peut s'appuyer sur une taxonomie comme la taxonomie de Bloom, ce qui permet d'une part de s'assurer que l'objectif pédagogique est réaliste et d'autre part de réfléchir avec méthode sur la stratégie pédagogique à adopter. Alors, à l'issue donc de la granularisation, on obtient pour les différents modules de cours
une première forme de séquençage. Il est rare de se restreindre à un seul objectif, car les étudiants sont souvent amenés à mobiliser au-delà des savoirs plusieurs compétences ou capacités comme appliquer, analyser, synthétiser, etc. Ainsi, pour chaque séquence, en fonction du type d'objectif pédagogique et des contraintes comme la durée, les ressources qui sont disponibles, la façon de créer les conditions pour permettre à l'apprenant d'atteindre cet objectif. Par exemple, on peut se poser les questions suivantes. Quelles ressources pédagogiques pertinentes on peut mettre à la disposition des apprenants? Sous quel format? Vidéo, animation, quiz, exercice. Quelles activités pédagogiques proposer à l'apprenant pour lui permettre d'apprendre? Quel mode de communication proposer afin qu'il interagisse avec l'enseignant et les autres apprenants? Quel type d'évaluation proposer? Ce sont des questions pertinentes qu'on peut se poser pour voir quelle est la meilleure façon de faire, quels sont les types de ressources ou d'activités qu'on peut proposer dans son scénario pour mieux atteindre les objectifs. La troisième étape, c'est celle du développement du scénario. À cette étape, il s'agit de rechercher et ou de produire les outils, c'est-à-dire les ressources pédagogiques ou les activités d'apprentissage et d'évaluation qui pourraient être utilisées dans le scénario de chaque module. On peut se poser deux questions. Quel est le meilleur outil à utiliser pour répondre aux besoins des apprenants? Quel est le vecteur le plus adéquat pour transmettre les connaissances, faciliter l'engagement des apprenants et stimuler leur curiosité? Alors, on propose ici dans ce tableau, dans les tableaux qui vont, le tableau donc les types d'outils suivants et pour chacun dire quels sont les avantages et les limites. Par exemple, si vous proposez des ressources sous forme de fichiers texte ou bien de présentation que l'étudiant va télécharger, ça vous proposez cela comme ressource. Alors, le temps de production est rapide, certes. Il est facilement éditable, n'est-ce pas? Mais ne procure aucune interactivité. Des ressources sous forme de texte directement édité sur la plateforme, comme avec l'outil livre par exemple dans la plateforme Moodle. C'est rapide à produire, c'est facilement éditable, mais là aussi, comme c'est du HTML simple, il y a peu d'interactivité que ça procure. Des outils, des ressources sous forme d'images illustrées sont rapides à produire, rapides à moyen. Ça permet aussi de proposer des activités de synthèse ou de mémorisation, mais nécessite un contenu transposable. Alors, comme autre outil, le screencast, c'est-à-dire des vidéos sous forme de capture d'écran. Le temps de production est moyen. C'est un outil idéal pour faire une démonstration, mais là aussi, pas beaucoup d'interactivité. Le diaporama sonorisé, là aussi, c'est relativement long à produire, mais permet de clarifier et de focaliser sur certains points de la matière. Là aussi, ne procure pas de l'interactivité. La vidéo pédagogique aussi, surtout si elle est produite en studio, est assez longue à produire, mais son avantage, c'est que quand l'enseignant est montré dans la vidéo en train d'expliquer, ça donne une certaine dimension humaine à la ressource. Mais toujours est-il qu'il ne procure pas de l'interactivité. Le quiz réflexif, c'est des questions de type QCM, vrai ou faux, etc., qu'on peut proposer comme activité.
Ça procure un apprentissage actif avec feedback rapide. Mais pour que ce soit réellement efficace, ça nécessite d'y ajouter au moins un feedback par question. Le drag and drop aussi, c'est toujours dans la famille des QCM, des questions de type QCM. C'est le cliquer-glisser, comme on dit. Le temps de production est relativement court et comme les QCM, les quiz réflexifs, procurent un apprentissage actif rapide et nécessitent, pour être vraiment efficace, d'y ajouter un feedback. La vidéo interactive aussi. Bon, on peut ajouter de l'interactivité dans les vidéos, surtout avec des outils, l'application H5P dont je vais parler tout à l'heure. Vous pouvez, avec d'autres outils, procurer sur une vidéo qui, a priori, est existante ou à produire, ajouter des quiz ou bien en tout cas de l'interactivité sur la vidéo. Et là, ça peut être intéressant, n'est-ce pas, pour procurer de l'interactivité. Voilà. Maintenant, le facteur limitant, c'est qu'il faut éviter d'en faire de trop longues vidéos. Donc, maximum une dizaine de minutes, ça pourrait aller. Alors, et dernier outil que nous voulons vous proposer aussi, c'est des outils collaboratifs, des ressources collaboratives comme le wiki, qui permettent d'alimenter un document collaboratif en commun. Donc, plusieurs personnes peuvent se retrouver autour du wiki pour produire un seul document. Donc, c'est un travail qui peut être long à très long et procure un apprentissage social actif, constructiviste, mais demande une implication importante de l'enseignant dans la gestion des pages créées. Alors, il n'y a probablement pas un seul outil qui pourrait donc seul répondre à tous les besoins. C'est pourquoi nous recommandons donc de les varier tout au long du parcours de l'apprenant. Alors, pour aider donc dans le choix de ces outils, il faut tenir compte donc des attentes du public cible et de la manière dont il pourrait vivre l'expérience qui lui sera proposée. Alors, l'application H5P dont je vous ai parlé, c'est un site intéressant. Vous pouvez y accéder en copier-collant l'adresse web qui est affichée. Alors, vous pouvez y trouver de nombreux outils pour créer des ressources multimédia et des activités interactives et qui ne nécessitent pas beaucoup de compétences techniques. Alors, aujourd'hui, avec les nouvelles versions donc, de la plateforme Moodle à partir de la version 3.9, l'application H5P est directement intégrée. Donc vous pouvez, sans même aller sur la plateforme de H5P, réaliser des activités et de créer des ressources directement depuis la plateforme Moodle. Alors vous avez ici des captures d'écran, donc des différents outils que vous pouvez trouver sur la plateforme de H5P et qui pourraient vous aider justement à diversifier les types d'activités ou de ressources que vous mettez à la disposition de vos apprenants. L'étape 4, c'est la phase d'implémentation. Dans cette étape du processus de scénarisation, alors il faut penser au choix des espaces ou plateformes qui vont être utilisés pour la diffusion du cours. Alors, une fois le choix fait, il s'agit donc d'implémenter le scénario sur la plateforme LMS comme Moodle. Alors, Moodle, c'est un type de dispositif qui permet de diffuser des contenus d'apprentissage, mais aussi de mémoriser les résultats des évaluations ainsi que d'autres types d'informations concernant les performances et les échecs de l'apprenant. Par exemple, son score, ses scores, le temps qu'il passe sur la plateforme, les temps de dernière connexion. Donc, il y a des outils de tracking qui permettent effectivement de suivre, n'est-ce pas, les performances et l'assiduité des apprenants sur la plateforme.
Donc voici l'adresse de la plateforme Moodle. Si vous avez envie de visiter et d'en savoir plus sur cette plateforme qui est très appréciée en milieu universitaire. Je vous présente aussi un guide qui fait la synthèse donc des différents outils que vous pouvez trouver sur la plateforme Moodle, de leurs avantages et de ce qu'ils peuvent vous apprendre, vous permettre donc de faire lors du développement donc de la conception de votre cours. Voici donc l'adresse, vous pouvez donc y aller pour exploiter et télécharger ce document. Enfin, la dernière étape, c'est celle de l'évaluation du scénario. Alors ici, à cette étape, il convient de préciser quel type d'évaluation seront mises en œuvre dans le cours et quelles méthodes seront utilisées pour évaluer la pertinence du scénario pédagogique en regard des résultats obtenus par les apprenants et de l'intérêt suscité par les ressources et les activités proposées. Alors, on peut distinguer 4 types principaux d'évaluation. Il y a l'évaluation diagnostique, formative, sommative, certificative. Ce sont les 4 principaux, même s'il y en a d'autres, mais nous insistons sur ces 4 types-là. Alors, si on examine l'évaluation diagnostique, c'est une évaluation qui consiste à percevoir le déjà là et les représentations initiales de l'apprenant. C'est-à-dire ce qu'il croit savoir sur le contenu qu'il s'apprête à étudier. Donc ça se fait avant même le démarrage des enseignements, n'est-ce pas? On propose cette forme d'évaluation pour vérifier la maîtrise des prérequis, ce qui est nécessaire à l'apprenant futur s'il possède des préacquis, des connaissances antérieures, et si les représentations qu'il a en mémoire sont ou non correctes. Alors sinon, il va devoir donc les corriger. Alors cette évaluation apporte donc une information précieuse à l'enseignant car elle lui donne la possibilité d'organiser l'apprentissage en conséquence, c'est-à-dire en prenant en compte ce que l'apprenant possède déjà comme connaissance avant de commencer le cours. Alors l'évaluation formative, c'est une forme d'évaluation que l'on fournit au cours de l'apprentissage pour informer l'apprenant du chemin qu'il lui reste à parcourir pour atteindre l'objectif et lui indiquer comment remédier à ces difficultés s'il s'en présente. C'est l'un des types d'évaluation les plus utiles et les plus importantes à mettre en œuvre car elle procure de réels bénéfices à l'apprentissage. Voilà. L'évaluation sommative, par contre, vise à évaluer si les connaissances les plus importantes ont bien été acquises à la fin du cours. Elle consiste à contrôler les acquis de l'apprenant à la fin du cours, permet de déterminer si l'acquis est en place avec un seuil de maîtrise suffisant et est utilisé en fin de cours pour faire passer les apprenants au cours suivant, par exemple. Elle permet aussi de mesurer l'efficacité de l'apprentissage, les réactions des étudiants au sujet de la formation et les bénéfices à long terme. Il est ainsi possible de voir la manière dont les connaissances et les compétences ont été utilisées. Alors, l'évaluation sommative répond fondamentalement à la question: est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que les apprenants ont acquis les compétences visées? Alors, pour élaborer des sujets d'évaluation, justement, on doit tenir compte des objectifs spécifiques. C'est sur la base donc des objectifs qu'on doit concevoir les sujets des évaluations, sommatives surtout. Enfin, l'évaluation certificative, ici, c'est une forme d'évaluation sommative, mais son rôle, c'est de valider les compétences acquises à l'issue de la formation par un diplôme, pour informer la communauté qu'une personne dont on a certifié la connaissance est à présent en mesure
de partager son savoir avec d'autres dans une perspective de collaboration.